Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver. Après une petite pause, on a sorti de nombreux contenus ces derniers temps sur la chaîne. C'est l'occasion de réfléchir à de nouveaux sujets et quoi de mieux que le retour de la géopolitique du football. On va parler de deux pays, la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'affronter pour un match de football? C'est parti générique. Alors pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une vidéo de ce type consacrée à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan, c'était en décembre 2020, il y a à peu près un an, c'était une des premières vidéos de la chaîne et c'est d'ailleurs la deuxième vidéo la plus vue sur l'Arena Foot avec plus de 1300 vues. Russie-Ukraine, on est dans le même type de situation, tout simplement parce que le match ne se joue pas. On a encore eu un exemple récent, lors du tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde 2022, la FIFA nous a rappelé que la rencontre Russie-Ukraine ne pouvait pas être tirée au sort. La vidéo s'inscrit aussi dans un contexte politique très lourd, très incertain, puisque la Russie préparerait une offensive sur l'Ukraine. Alors avant d'expliquer pourquoi les instances du football mondial, l'UEFA, la FIFA interdisent la tenue du match Russie-Ukraine, on va d'abord présenter les deux pays, les deux équipes, en commençant par la Russie. La Russie, c'est un pays massif, c'est le plus grand pays du monde en termes de superficie, 145 millions d'habitants, elle est le centre du Heartland, théorie géopolitique élaborée par Mackinder. C'est en quelque sorte la région pivot, le cœur du monde qu'il faut maîtriser. La Russie, c'est un pays qui dispose d'innombrables ressources en pétrole, en gaz et en charbon. C'est la 5e armée du monde en termes d'effectifs actifs et c'est un centre de la politique internationale, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle dispose également de l'arme atomique. Elle est héritière d'une longue histoire, celle de l'Empire russe et des vestiges de l'Union soviétique. La Russie est aussi une puissance sportive dynamique, elle a été l'hôte du mondial russe en 2018, bien sûr, braquant les projecteurs sur elle. Elle a organisé les JO d'hiver de Sochi en 2014 et elle a son Grand Prix de Formule 1 chaque année dans la même ville. Et puis la finale de la Ligue des Champions 2021-2022 se disputera à Saint-Pétersbourg. La Russie est ainsi une puissance multiple et elle utilise le sport pour diffuser son influence sur la scène mondiale. En football, la Sbornaïa, l'équipe nationale, n'est pas un cadre européen, malgré des coups d'éclat comme l'Euro 2008 ou la Coupe du Monde 2018. Les résultats de la 34e nation au classement FIFA sont assez irréguliers, voire catastrophiques, à l'image de cet Euro 2020. On passe à l'Ukraine, pays voisin de la Russie qui partage 1500 km de frontières. L'Ukraine reste un grand pays en termes de superficie, le territoire ukrainien est environ 1,7 fois plus grand que le territoire allemand par exemple. C'est un pays de 43 millions d'habitants, riche en ressources agricoles et minières. C'est la 50e économie mondiale à peu près. C'est un pays qui ne fait pas partie non plus de l'Union européenne et qui, comparé à la Russie, n'est pas aussi influent sur la scène internationale et ses relations avec son voisin russe se sont tendues ces dernières années. On verra pourquoi. A l'inverse, le pays cherche à nouer des relations avec les États-Unis, par exemple, mais aussi l'Union européenne qui fait de l'Ukraine un des pays les plus importants de sa politique de voisinage. Si on parle de sport, l'Ukraine c'est pas le pays qui dispose d'une puissance sportive comme la Russie, mais l'Ukraine arrive quand même à organiser de grands événements comme l'Euro 2012 qui s'est tenu conjointement avec la Pologne ou la finale de Ligue des Champions 2018 qui a été organisée à Kiev entre le Real Madrid et Liverpool. Ça souligne quand même une certaine attractivité. Si on parle de la Sbirna, de la sélection nationale, c'est une équipe assez correcte, 25e au classement FIFA, qui sort d'un bon Euro 2020 et puis qui dispose dans son effectif de jeunes pépites comme Malinovski, Chaparenko ou Tsigankov. Alors voilà pour la présentation des deux pays, maintenant il faut répondre à la question posée, pourquoi Russie-Ukraine est-il interdit? Pour cela, il faut analyser le contexte historique entre les deux nations. Dans les années 30, entre 4 et 7 millions d'Ukrainiens meurent de famine sous l'URSS de Staline. C'est ce qu'on appelle l'Holodomor, l'extermination par la faim, puisque l'URSS collectivisait les récoltes agricoles des campagnes ukrainiennes. C'est encore un sujet assez douloureux pour toute une population, puisque l'Ukraine l'a même reconnu en 2006 comme un génocide. Après l'indépendance de l'Ukraine en 1991 et la dislocation de l'URSS, les tensions vont repartir à nouveau. En 2004 éclate ce qu'on appelle la révolution orange qui, pour résumer, dénonce une élection truquée en Ukraine remportée par ce monsieur, Yanukovych, soutenu par Vladimir Poutine. Finalement, la Cour suprême annule l'élection et c'est un président pro-occidental proche des États-Unis et de l'Union européenne qui est élu. La Russie prend ainsi un coup sur la tête. Un de ses principaux voisins se rapproche du camp occidental. Les relations vont continuer à se détériorer en 2008 avec la guerre de Géorgie et de 2006 à 2009 avec les conflits gaziers entre Kiev, la capitale ukrainienne, et Gazprom, le groupe russe. Vous connaissez peut-être parce que c'est l'un des sponsors de la Ligue des Champions. Après une période d'accalmie entre 2010 et 2013, l'année 2014 est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'instabilité politique ukrainienne entraîne un déchirement à l'est du pays. Des troupes séparatistes pro-russes envahissent la Crimée fin février 2014, annexant
les centres stratégiques et les bases militaires ukrainiennes, en mars 2014, la Crimée, dont la ville de Sébastopol, devient une région russe. Pour une grande partie de la communauté internationale, cette annexion est illégale. Dans le même temps, plus au nord, la région du Donbass, contrôlée par des séparatistes, réclame son rattachement à la Russie. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes entrent en conflit. La guerre du Donbass, toujours en cours, fait plus de 13 000 morts et des dégâts colossaux. Des infrastructures sont détruites sous les bombardements, comme le sublime stade de la Donbass Arena du Shakhtar Donetsk qui avait accueilli des matchs de l'Euro 2012. Aujourd'hui, ce stade est définitivement fermé et le Shakhtar Donetsk doit jouer ses matchs à domicile à 750 km de là, à Kiev. Face à cette situation dramatique, la FIFA et l'UEFA se devaient d'agir. En juillet 2014, l'instance européenne annonce que les clubs russes et ukrainiens ne peuvent plus se affronter en compétition européenne et ce jusqu'à nouvel ordre. Autrement dit, le match Shakhtar Donetsk-Spartak Moscou par exemple devient impossible. Cette décision est étendue aux sélections nationales et au match Russie-Ukraine qui devient banni du foot international. Malheureusement, la situation reste très tendue. Comme je vous l'ai dit, le contexte politique est assez lourd et surtout il n'y a pas de voie d'amélioration, d'autant plus que le football cristallise les tensions entre les deux pays. Par exemple, le sort du football en Crimée est en suspens parce que l'UEFA a interdit aux clubs criméens d'être rattachés au championnat russe, ce qui fait que les clubs de cette région ne jouent plus au haut niveau. Et puis les sélections nationales, notamment l'Ukraine, tentent de briller le plus possible et de porter le plus possible l'étendard de la nation, la fierté nationale. Dans l'Euro 2020, on est un bel exemple, ponctué en quart de finale par la Sbirna. C'est mieux que la Russie et ça forcément le peuple ukrainien a énormément apprécié. Cela s'inscrivait dans un contexte assez tendu entre les deux nations avant l'Euro 2020, on en avait parlé sur la chaîne. Vous vous souvenez peut-être de ce coup de communication politique avec la présentation du maillot ukrainien dévoilé avant l'Euro et qui comportait la Crimée, annexée par la Russie, je le rappelle, accompagné de slogans patriotiques. Gloire à l'Ukraine, ça n'avait pas du tout plu à la Russie, on craignait même un incident diplomatique. En tout cas, ça montre que le football est plus qu'un simple sport, qu'il peut tendre les relations entre deux pays, qu'il peut mettre les feux aux poudres. Dans ce cas-là, Russie-Ukraine, c'est vraiment un cas extrême. En conclusion, si on fait une synthèse de tout ça, c'est pas demain la veille qu'on va voir un Russie-Ukraine sur un rectangle vert. Et ça arrange bien l'UEFA, on le voit bien, puisqu'elle fait tout pour éviter cet affrontement. Elle tritouille le tirage au sort pour ne pas avoir une rencontre Russie-Ukraine. Mais les deux nations auraient pu se retrouver en quart de finale de l'Euro 2020 si elles avaient fait le même parcours, si elles avaient eu un parcours assez similaire. L'UEFA a eu de la chance, elle n'en voulait pas et elle n'en a pas eu. Mais c'est clair que c'est quand même une rencontre plus facile à éviter Russie-Ukraine qu'un France-Allemagne par exemple. Imaginez si on ne pouvait plus jouer un France-Allemagne. Donc on va dire que dans cette situation assez difficile, l'UEFA a de la chance que la probabilité footballistique de jouer un Russie-Ukraine, elle est de base assez faible. Donc malheureusement, comme Arménie-Azerbaïdjan, Russie-Ukraine est pour le moment devancée par une réalité politique difficile, dramatique, qui rend impossible la tenue d'un match de football. Voilà pour cette analyse les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche et écrire un commentaire pour donner votre avis ou pour dire ce que vous voulez. Ça permet de booster mon référencement YouTube, donc merci à tous. Si vous le voulez, n'hésitez pas non plus à aller voir le Twitter et le lien Instagram de la chaîne, tous les liens sont en description. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur YouTube. On va bien finir l'année 2021 et attaquer 2022 avec de gros projets et de gros contenus. D'ici là, passez une belle journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao!